Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce jeudi 30 décembre, j'étais l'invité de CNews pour un débat qui portait sur la politique sanitaire du gouvernement. Dans ce débat, j'ai dénoncé l'absurdité des mesures gouvernementales qui ont été prises, comme notamment le retour du port du masque en extérieur dans la ville de Paris, mais j'ai aussi parlé de toutes les mesures qui n'avaient pas été prises, et aussi des mesures malheureusement prises qui sont dangereuses, comme la suppression de lits d'hôpitaux. Alors je vous ai coupé dans cette émission tous les bouts qui ne concernaient pas vraiment le débat en plateau pour vous faire gagner un petit peu de temps. J'ai réussi à réduire le débat qui durait 1h30 à peu près 1h. Je vous laisse regarder cette émission, et puis comme toujours, je vous retrouve à la fin. Laurence Saillet est avec nous ce matin. Bonjour Laurence. Bonjour. Antoine Léaumont, orateur national de la France Insoumise. Bonjour. Antoine, merci d'être présent sur ce plateau. Pierre Gentil à vos côtés, avocat. Éric Alain Junès, médecin généraliste. Important de vous avoir ce matin, docteur, parce qu'on va parler longuement de la crise sanitaire. L'épidémie est en train de nous prendre de vitesse. Difficile d'imaginer que les mesures prises cette semaine vont endiguer la circulation du variant Omicron. Peut-être une première réaction avec vous, Antoine Léaumont. Oui, écoutez, encore une fois, le gouvernement a manqué de planification. Il y a quand même un sujet où il y avait une tribune hier d'une médecin dans Le Monde qui disait « la politique sur les écoles est nulle ». Et sur les écoles, par exemple, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois qu'on dit à ce gouvernement qu'il faut mettre en place des purificateurs d'air. Ok, d'accord, c'est pas la solution miracle pour résoudre la maladie, mais pourquoi cette petite mesure n'est pas mise en place? Autre sujet, on sait désormais qu'il y a des études qui le montrent, le port du masque FFP2 est bien plus efficace pour limiter la transmission de la maladie que d'autres moyens qui sont mis en place. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne rend pas un accès bien plus libre à ces masques FFP2? Pourquoi on ne met pas par exemple à disposition des masques FFP2 gratuits pour lutter contre la maladie? Ça me semble des mesures simples qui peuvent être mises en œuvre, qui ne sont pas excessivement coûteuses non plus, en tout cas moins coûteuses que de perdre des centaines de personnes par jour comme c'est le cas dans notre pays actuellement. Et vraiment, au bout d'un moment, on se demande pourquoi le gouvernement ne prend pas ces mesures qui semblent assez simples. Moi, cet été, je suis allé à Prague pour mes vacances. J'ai été surpris de voir que tous les gens, vraiment, c'était 95% des gens portaient des masques FFP2. Pourquoi est-ce qu'en France, une telle politique n'est pas mise en œuvre? Pourquoi on a autant de retard? Prague aujourd'hui, les bars et les restaurants ferment. Oui, très bien, mais n'empêche que cette politique-là est quand même efficace pour limiter la contamination. Docteur, est-ce que vous avez l'impression qu'on est face à un raz-de-marée et est-ce que la situation est hors de contrôle? Hors de contrôle, je ne le dirais pas, mais en tout cas, oui, on est face à une vague totalement inattendue. Ce virus nous est tombé dessus rapidement. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques semaines, c'était quelques cas en Europe et qu'aujourd'hui, on est à 200 et quelques... Plus 85% sur une semaine seulement. C'était probablement pas prévisible. Encore une fois, le virus, on court derrière. C'est lui qui nous dicte sa loi. Nous, on est là pour essayer de pallier à toutes ces turpitudes. Mais encore une fois, la nécessité de s'adapter au fur et à mesure, elle existe depuis que cette épidémie est arrivée. Donc, c'est pas une situation nouvelle. Laurence Saillet, sur les mesures, par exemple cette semaine, vous avez l'impression que d'interdire le pop-corn au cinéma, ça va nous permettre d'endiguer en partie la circulation du variant? Il y a eu beaucoup de blagues sur le sujet, et tant mieux, parce qu'il vaut mieux sourire des mesures que d'être dans la stupeur parce qu'on ferme les cinémas. Interdire le pop-corn, c'est simplement qu'effectivement, quand vous mangez au cinéma, vous baissez votre masque et donc vous augmentez le risque de contamination. On peut en blaguer, mais c'est une réalité. Chacun l'a vécu. Dans le train, de la même façon, quand vous vous faites tester pour aller voir votre famille et que vous avez en face quelqu'un qui, pour ne pas mettre son masque, passe tout le trajet à grignoter une chiffre toutes les 5 minutes, ça vous met un stress. Voilà. Alors après que les choses soient pas présentées de la manière suivante et qu'il y ait de l'humour, tant mieux. Mais en tout cas, il y a une réelle nécessité. Moi, je suis contente de voir que la France Insoumise a une position raisonnable. Je suis d'accord avec vous pour les FFP2. Il faut réfléchir à la politique des masques de manière générale, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup plus lax sur le sujet et qu'on a des masques très usés. Mais là où je suis un peu surprise, monsieur, si vous me permettez, c'est que vous allez faire des meetings dans lesquels vous ne mettrez pas de jauge, dans lesquels il n'y aura pas de purificateur d'air et dans lesquels ça m'étonnerait tous vos participants aient des masques FFP2. Donc j'espère que vous appliquerez dans vos meetings ce que vous préconisez pour les autres. Mais si vous êtes revenu à la raison, tant mieux, parce que les discours qui ont été tenus par la députée Panot en Outre-mer sur le vaccin, les vidéos qui sont diffusées par Jean-Luc Mélenchon sur Facebook qui mettent en doute le vaccin, c'est pas du tout votre ligne. Mais si vous êtes dans une ligne de responsabilité... Vous voulez parler des meetings juste après, mais ça me rassure. Antoine Léaumont. Simplement, c'est ce que vous dites est faux. Nous n'avons jamais été anti-vaccin ou je ne sais quoi. Sur les meetings.
Non, mais je réponds d'abord sur la question des vaccins, parce que ça me semble important. Okay. Sur les vaccins, nous disons juste une chose, c'est que être vacciné n'empêche pas d'être contaminé. Moi, j'ai désormais... Non, enfin ça diminue sensiblement. Et moi j'ai désormais autour de moi, y compris beaucoup de cas de personnes qui sont vaccinées avec leurs 2 et parfois même avec leurs 3 doses et qui néanmoins sont testées positives au Covid. Mais par ailleurs c'est aussi une nouvelle situation dans laquelle on est et on peut se féliciter du fait que vu le taux de vaccination de la population éligible, on est quand même à 91% de la population éligible qui est vaccinée, on voit bien aussi les effets sur les hospitalisations. Donc on voit bien aussi qu'on n'est pas à un niveau d'hospitalisation aussi dramatique qu'on le saurait si jamais il n'y avait pas un tel niveau de vaccination. Donc on peut se féliciter d'une chose, c'est que on est largement vacciné et que ça protège largement contre ces hospitalisations. Est-ce que vous voulez réserver une réponse sur le meeting politique un peu plus tard? Parce qu'on va parler avec la France Insoumise. On parlera des meetings. Écoutez, on va teaser un peu la réponse, parce que est-ce que oui ou non il y aura une jauge dans les meetings politiques pour Jean-Luc Mélenchon? Suspense, donc restez bien avec nous. On en parlera dans quelques minutes. Pierre Gentillet, vous en pensez quoi lorsque vous voyez ces chiffres, plus de 200 000 cas, on parle de plus de 500 000 dans les semaines à venir. Est-ce qu'on passe pas sur une phase un peu différente? On alimente un peu la peur, en quelque sorte, avec ces chiffres. Alors, il y a les mesures et les chiffres. Les chiffres, on passe d'un phénomène pandémique à un phénomène endémique. C'est-à-dire que maintenant, on n'est plus sur les 20 000, 30 000 cas qu'on avait. On passe clairement sur 200 000, peut-être sur les projections Pasteur qui n'ont pas toujours été correctes. Mais j'admets que c'est un travail difficile. Peut-être 500 000 cas demain. Mais ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, l'élément essentiel, à mon sens, ce ne doit pas être la focalisation sur les cas positifs, mais bien sur les hospitalisations. Là-dessus, on l'a dit, le vaccin permet de réduire drastiquement les hospitalisations, les entrées en réanimation, on est tout à fait d'accord. Par contre, s'agissant de la circulation de l'épidémie, on voit qu'on a 91% de la population, vous le dites effectivement, éligible qui est vaccinée, et pour autant, on a des records de contamination. Donc, en réalité, maintenant, la focale, à mon avis, ne doit plus être mise tant sur la circulation du virus ou sur le nombre de cas positifs, mais bien sur les personnes fragiles, sur les mesures de protection et de vaccination qu'on peut avoir vis-à-vis de cette population-là, et progressivement arriver, peut-être, je l'espère, à un retour à la vie normale. Et enfin, une toute dernière chose, et ça, je l'avais dit encore, et je reprends ce que disait d'ailleurs Martin Blachy sur votre chaîne il y a quelques jours très bien, c'est que il peut y avoir un effet dans cette vague, dans ce tsunami, c'est vrai, de cas positifs, un effet d'immunité collective, d'immunité naturelle, plutôt immunité naturelle progressive. C'est-à-dire qu'on a d'un côté les vaccins qui n'immunisent pas complètement, mais qui assurent une protection, et de l'autre côté, l'immunité naturelle, qui est supérieure à celle du vaccin, qui est procurée par ce nouveau variant. Donc on va voir. Et c'est pour ça que vous voyez ce sujet de Thibault Marcheteau, parce qu'il y a des clusters actuellement dans les centres hospitaliers, et forcément, il y a moins de soignants, et donc moins de bras pour pouvoir soutenir cette vague. Le personnel soignant de cet hôpital de Saint-Denis n'est pas épargné. Le service de réanimation est lui aussi mis à mal par le manque d'effectifs qui s'accroît de jour en jour. La crainte particulière, c'est que on n'ait pas suffisamment de personnel pour continuer à faire ce qu'on avait à peu près réussi à faire en 2021. On a depuis la fin de semaine dernière un nombre important de nos agents qui sont placés en éviction parce que eux aussi sont malheureusement touchés par le variant Omicron pour l'essentiel. Mobilisant des équipes nombreuses, les soins en réanimation nécessitent une proximité entre les malades et les soignants qui rend les contaminations difficiles à éviter. Pour ce chef de réanimation au contact des équipes, la crainte est bien réelle. L'inquiétude, elle est maximale. C'est-à-dire que nous avons une très grande inquiétude que des contaminations du personnel nous impactent nos ressources et du coup notre capacité d'accueil des patients. Au personnel soignant qui s'est réorienté ou encore suspendu, s'ajoutent donc ceux contaminés qui doivent s'isoler. On estime qu'actuellement en Ile-de-France, 20% des lits de réanimation sont fermés, faute de personnel. Bon, docteur, là, on voit finalement le nerf de la guerre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on se dit depuis le début de la semaine, que les mesures qui ont été prises cachent le vrai problème, c'est-à-dire un manque de bras à l'hôpital. C'est exact, et c'est pas une situation nouvelle, c'est une situation chronique. Depuis des années, l'hôpital perd des bras, les professions de santé sont probablement moins attractives, et forcément, ça se répercute à la fois en médecine de ville, mais aussi à l'hôpital. À l'hôpital, c'est plus visible aujourd'hui, parce qu'effectivement, lorsqu'on ferme des lits, ça fait moins de place en réanimation. Mais de toute façon, le secteur de la santé en France est sinistré, et c'est pas d'hier, et c'est pas le Covid qui en est la cause. Antoine Léaumont. Pour le coup, moi j'aurais tendance à dire que les causes sont politiques. Faut savoir que depuis le début du quinquennat d'Emmanuel
d'Emmanuel Macron, on a fermé 13 000 lits. Depuis le début de la crise du Covid, on a fermé 5 700 lits. Donc, alors même qu'il y a un cas de... Enfin, il y a une pandémie qui devrait plutôt forcer à l'effort inverse, c'est-à-dire à créer des lits, eh bien, on continue à en supprimer. En revanche, vous avez raison sur un point, c'est que désormais, après avoir tellement détruit l'hôpital public, les professions de santé sont devenues inattractives. Même après le Ségur de la santé, les infirmières françaises sont payées moins cher que les infirmières slovaques. Donc, enfin, il y a ça, et il y a aussi les conditions de travail à l'hôpital, puisque comme on essaye de réduire les coûts sans arrêt, comme on dit sans arrêt, le service public, ça coûte cher, gna gna gna, il faut faire des économies, etc., etc. Et ben, on se retrouve à la fin dans des situations où faire des économies, ça donne, quand il y a un pouvoir comme celui d'Emmanuel Macron, des mesures liberticides. Puisque les mesures qui sont mises en place, pass sanitaire, etc., pass vaccinal, sont des mesures qui sont mises en place à la base pour une unique raison qui est éviter la saturation des hôpitaux. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure. La question centrale désormais, si on veut vivre avec cette maladie, et on sait désormais qu'il va falloir vivre avec, l'une des questions centrales, c'est le nombre de places dans l'hôpital. Et si on veut avoir davantage de places dans l'hôpital public, il va falloir regarder de très près les programmes. Le nôtre propose d'augmenter les places dans l'hôpital public. J'attends de voir ce que vont proposer les autres. J'attends déjà que les autres aient un programme. Comme ça, on pourra au moins discuter de quelque chose. Rapidement, Pierre Gentil, rapidement, effectivement, je pense que là, je voyais votre bandeau sur la vague épidémique. En fait, la vague épidémique cache une autre vague. C'est la vague des départs de personnel. On a énormément de personnel personnel hospitalier, personnel soignant, infirmier, qui sont partis depuis un an. Et de plus en plus ces derniers mois, notamment en Ile-de-France, de ce que je disais il y a quelques jours dans un article du Figaro. Pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme pression, parce que ces gens sont mal payés, parce qu'ils ne font évidemment pas 35 heures. Il y a plein de gens qui sont partis pour plein de motifs différents. Et puis aussi, il y a des gens, et je termine par ça, il y a des gens qui sont partis parce qu'il y avait une obligation vaccinale qui s'imposait à eux, ils l'ont refusé. Les soignants suspendus. Mais je note qu'aujourd'hui, Olivier Véran, enfin aujourd'hui, il y a quelques jours, Olivier Véran a dit que des soignants, ça qui est extraordinaire, des soignants qui seraient vaccinés mais positifs pourraient revenir sous certaines conditions travailler à l'hôpital, quand un soignant qui est non vacciné mais qui serait négatif, lui ne le peut pas. Donc il va falloir revoir ça aussi. Laurent Sayer. Je suis d'accord qu'il faut totalement revoir le système hospitalier, on en a la preuve, mais néanmoins, d'augmenter à outrance des lits ou des places, ce n'est pas non plus une solution, parce que l'idée, c'est de ne pas faire hospitaliser les gens et qu'ils ne soient pas malades. Je voudrais juste attirer votre attention sur ce qu'a dit tout à l'heure le professeur, avec un rajeunissement des cas. À la PHP, l'âge moyen, c'est 59,9, enfin 60 ans environ. Âge médian 62, ça veut dire que effectivement, la moitié des gens ont moins de 60 ans en réa. Donc ce n'est pas une mince affaire. Et un autre chiffre, parce que personne n'en parle, mais pour les enfants, vous avez 196 enfants hospitalisés, vous en avez 40 en soins de réanimation, plus 5 entre le 28 et le 29 décembre. Donc il faut quand même regarder avec précision les choses et reparler de la vaccination des enfants, puisqu'on ne sera plus là dans un bénéfice collectif, mais dans un bénéfice individuel compte tenu des chiffres. Donc augmenter les lits, c'est bien, mais moi, j'ai pas envie que des enfants aillent en réa. On avance. L'idée, c'est ça aussi. Oui, mais il faut rappeler aussi que tout enfant qui est hospitalisé ou dans soins intensifs, c'est dramatique, bien évidemment, mais que c'est marginal par rapport au nombre, aux millions d'enfants. Plus 5 en un jour, c'est pas marginal. Laurence, vous me donnez des chiffres, c'est quelques dizaines, et c'est un drame, et il faut le dire, évidemment. Mais par rapport aux millions d'enfants, là aussi, la question peut se poser. C'est ça que je vous dis. Venons sur les mesures, très rapidement, parce qu'on est en direct avec Stéphane Manigold, et peut-être juste après, j'aurai votre réaction. Mais on est en direct avec Stéphane Manigold, parce qu'on nous a promis pas de couvre-feu le 31. On va entendre Jean Castex. À ce stade, notre volonté d'adapter nos dispositifs de manière proportionnée nous conduit à écarter toute mesure de couvre-feu. Nous referons le point à l'occasion d'un prochain Conseil de défense convoqué le 5 janvier prochain. Bon, une quinzaine finalement de départements en France ont annoncé une fermeture anticipée des bars dans la nuit de vendredi à samedi, principalement en Ile-de-France, mais également dans le Calvados et les Alpes-Maritimes. Rideau dès 1h du matin dans le Var ou encore le Finistère. Est-ce que c'est de l'hypocrisie d'ailleurs de dire pas de couvre-feu et finalement on prend ces mesures-là avec rideau dès 1h dans certains établissements? Déjà, il y a un premier mensonge qui est que pas de couvre-feu, c'est faux. Il y a un couvre-feu à La Réunion. Qui a été décidé. Donc La Réunion fait quand même partie du territoire français. Ensuite, c'est certes des mesures qui laissent penser à un couvre-feu. Après, honnêtement, le couvre-feu réel,
aurait pu avoir des effets désastreux, à mon sens. C'est-à-dire que les gens vont évidemment faire des soirées privées, c'est ce que disait ce monsieur tout à l'heure. Et donc, il est préférable que les gens puissent rentrer chez eux et pas passer la nuit avec potentiellement plein de gens parce qu'ils se sentiraient bloqués par ce couvre-feu. Et évidemment, personne ne va croire qu'une autorisation de déplacement professionnel marche un 1er janvier à 4h du matin, quoi. Donc ça augmente l'effet. Donc moi, je suis pour le coup assez satisfait du fait qu'ils n'aient pas mis en place de mesures de couvre-feu parce que je pense qu'elles auraient eu un effet négatif, y compris pour la propagation de la maladie. Après, je voulais rebondir sur un point de Laurence Saillet tout à l'heure. Effectivement, c'est un problème, la circulation du virus chez les enfants. Donc je répète encore une fois, je le répéterai jusqu'à ce qu'ils le fassent. Ouais. Encore une fois, il faut mettre en place des purificateurs d'air dans les écoles. Je ne comprends pas pourquoi on ne profite pas à chaque fois des périodes de vacances pour mettre en place des grands plans d'installation de purificateurs d'air dans les écoles. Mais vous l'avez dit. Et j'appelle encore une fois le gouvernement à mettre en place des purificateurs d'air dans les écoles parce qu'il y en a ras-le-bol maintenant. Mais comme vous l'avez dit juste avant, après c'est bien parce que parfois les téléspectateurs ils passent d'une chaîne à l'autre, mais là je pense que comme c'était il y a 5 minutes, ils l'ont déjà entendu. Mais peut-être qu'après la pub, parce que là vous entendez la musique, c'est la publicité, parce qu'après la pub vous allez reparler des purificateurs. Très bien. Restez avec nous dans un instant, c'est la suite de 90 minutes info. On était en train de parler de ce couvre-feu déguisé, puisqu'une quinzaine de départements ont demandé à ce que les bars et restaurants ferment de manière anticipée la nuit du 31 janvier. Écoutez quelques réactions, c'était au micro de Sarah Varny et Marie Conan dans Paris. Personne ne va rien respecter, encore moins dans les bars. Pour ma part, ça ne servait à rien d'aller faire le 31 dehors avec plein de gens. Je préfère le faire à la maison tranquillement. C'est sûr, ouais, moi je ne ferai pas jusqu'à 2h du matin. Nouvel An, ça dure au moins jusqu'à 5-6 heures, quoi. Donc c'est vrai que 2 heures, c'est... Bon, après, quand on n'a rien d'autre, c'est déjà mieux que rien. On sera 6 personnes. Et ça restera ainsi. Voilà. Je ne me vois pas aller dans une grande soirée, dans un ensemble avec plein de personnes, ça serait un peu compliqué. Docteur Éric Alain Junès, on voit que les Français sont plutôt résilients, c'est-à-dire que la majorité vont rester chez eux et passer un nouvel an en famille. Mais ce que nous expliquait juste avant la publicité Stéphane Manigold, c'est qu'il y a une forme de sécurité sanitaire dans les bars et restaurants, c'est-à-dire qu'on peut contrôler le pass, on peut surveiller le port du masque, alors que les soirées privées vont exploser ce soir-là, et que là, pour le coup, qui dit soirée privée, dit geste barrière à l'entrée. Alors, il y a plusieurs éléments dans votre question. La première, c'est de dire, est-ce qu'il faut faire quelque chose ? Le ministre fait des comparaisons marines. On parle de vagues, de déferlantes, de tsunamis. De raz-de-marée. De raz-de-marée. Alors, quand on en est sur une tempête, vous voyez des gens qui remplissent des sacs de sable et qui mettent des digues. Est-ce qu'il faut se moquer d'eux pour autant ? Je ne suis pas sûr. On essaye de limiter l'impact comme on peut, en sachant que de toute façon, on est toujours en retard. Alors après, j'entends souvent faire appel au bon sens des personnes, en sachant que le bon sens, il n'est pas universel. Il dépend bien évidemment des personnes. Dans les soirées privées, je suis persuadé qu'un certain nombre de personnes iront se faire tester avant parce qu'ils sont responsables et parce qu'ils ne voudront pas contaminer leurs amis, leurs parents en rentrant de soirée ou autre. Moi, je crois qu'on peut faire appel au bon sens et il ne faut pas en permanence être dans une sorte d'enfermisme et d'intransigeance. Maintenant, il y a aussi des mesures à prendre parce qu'il est de la responsabilité des dirigeants politiques d'annoncer un certain nombre de mesures, pas seulement pour dire qu'on fait quelque chose, mais pour limiter l'impact. C'est sûr que le virus ne va pas s'arrêter de contaminer à 1h59 et commencer à contaminer à 2h01. Simplement, on limite l'impact, on limite l'importance, on limite les zones de contact. Je crois que si c'était expliqué de cette manière-là, je pense qu'il y aurait une meilleure compréhension de la population. C'est le côté un peu absolu qui toujours choque et irrite les gens. C'est vrai que c'est pas le même contexte, un bar où les gens ne se connaissent pas, où il y a un énorme brassage dans un moment de fête et où effectivement c'est difficile de prendre des responsabilités individuelles, d'aller se faire tester en se disant que de toute façon vous connaissez pas les autres, et des petits rassemblements, parce que je veux bien soirée privée, mais tout le monde n'a pas 300 mètres carrés pour inviter 50 personnes. Ça c'est très parisien. Je ne vois pas trop qui peut faire des grandes soirées avec des DJ. Je ne pense pas qu'il y ait quand même tant de gens que ça. Et effectivement, ça pourrait être comme à Noël, des gens qui se testent pour se retrouver en des petits comités ou des comités restreints, avec en plus le traçage. C'est-à-dire que si vous savez que derrière vous avez un problème, c'est quand même plus facile. Je pense que cette mesure est destinée à ça. Après, on peut toujours... Là-dessus, on a tout dit. Le masque à l'extérieur, très rapide, parce qu'on avance, il y a plein de mesures. Parce que là, pour le coup, sur le nouvel épisode dans la série Tout et son contraire, il y a le masque.
en extérieur. Ouais, je veux juste rajouter un truc sur la partie d'avant. Sur effectivement, les gens se testent. Non, sur les tests. Non, ça va, les purificateurs d'air, je l'ai assez dit. Non, sur les tests, il y a quand même un sujet, c'est les tests sont gratuits pour les personnes vaccinées, ils ne sont pas gratuits pour les personnes non vaccinées. Oui. Ça, encore une fois, c'est absurde. C'est 5 € un autotest, monsieur. Vous décidez de ne pas vous faire vacciner, vous pouvez payer 5 € un autotest. Oui, mais on ne sait pas si on le fait correctement, etc. Si vous avez un symptôme, c'est gratuit aussi. Moi, j'ai plus confiance dans le fait que ces tests redeviennent gratuits, que les gens, qu'il n'y ait pas de frein en fait financier au fait d'aller se faire tester. Ça me semble être une mesure de bon sens pour le coup. Je reviens sur ça, mais ça me semble être une mesure de bon sens. Après, sur les masques. Bon, moi je l'ai dit, je pense que les masques FFP, il faut avancer sur les masques FFP2 désormais, mais les masques sont utiles, à mon sens, davantage en intérieur qu'en extérieur, parce que on sait désormais que c'est une maladie, je sais plus le mot, mais qui est dans l'air, enfin j'ai plus le mot, le terme technique. Je vous laisse demander au docteur. J'ai plus le terme technique. Aérosol, merci beaucoup. Et que là où on se contamine davantage, c'est dans des lieux clos. Donc en extérieur, on nous a dit et répété plusieurs fois que ça ne servait pas à grand chose. Dans les lieux très fréquentés, je le comprends. Le mettre dans toute la ville de Paris, ça me semble... Eh bien, on va demander justement à Simon Guillain, merci d'être avec nous, Simon. Où est-ce que ce fameux masque à l'extérieur ou en extérieur redevient obligatoire ? Eh bien, le gouvernement a laissé la main au préfet sur un certain nombre de mesures et parmi elles, le retour du port du masque obligatoire en extérieur. Cela faisait plus de 6 mois que l'on ne devait plus mettre un masque en extérieur. La restriction avait été levée le 16 juin dernier par le gouvernement, estimant que la contamination était quasiment nulle en extérieur. Le masque va donc faire son retour à partir de demain midi dans toutes les rues de Paris et également dans tous les lieux ouverts au public. Ça va donc concerner les jardins, mais également les parcs et également les abords des aéroports, sauf le bois de Boulogne et le bois de Vincennes. Retour du port du masque à l'extérieur également dans plusieurs départements de l'Île-de-France, le Val d'Oise, les Hauts-de-Seine ou encore le Val-de-Marne. Maintenant, qui sera concerné par ce port du masque obligatoire en extérieur ? Eh bien, toutes les personnes âgées de 11 ans et plus. Quelques exceptions à noter, les conducteurs de 2 roues, les automobilistes, les sportifs ou encore les personnes en situation de handicap. Alors, ce masque à l'extérieur a suscité beaucoup de débats, même au sein du gouvernement. Je vous propose d'écouter ce que disaient Olivier Véran, Sibeth Ndiaye ou encore Jérôme Salomon il y a presque 2 ans maintenant. Personne, et je le redis et je le redirai chaque jour parce que c'est important, personne n'a besoin de porter un masque si un médecin ne vous demande pas d'en porter un. Nous continuons tous à voir beaucoup de personnes dans les rues avec des masques. On peut comprendre leur inquiétude dans cette situation totalement inédite, mais c'est vraiment, je le rappelle, une denrée rare et totalement inutile pour toute personne dans la rue. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Alors, si vous comptez sortir demain midi à Paris, eh bien, n'oubliez pas votre masque, puisque le prix de l'amende, lui, n'a pas changé. Il reste de 135 €. Merci beaucoup, Simon Guillain. C'est vrai que quand on écoute ces déclarations, alors c'était il y a 2 ans, on va quand même le rappeler, mais ça surprend et c'est ce qui aussi montre la défiance des Français face à ce gouvernement. Là, quand même, je veux dire, c'était il y a 2 ans, mais il faut se souvenir de ce qu'était la période à ce moment-là. On savait très bien que le port du masque évitait la transmission de la maladie. Ils géraient une pénurie. Ils étaient en train de nous dire que ça ne servait à rien parce qu'ils avaient été incapables de fournir des masques à la population française. Donc, les mensonges qu'ils ont fait à ce moment-là sont issus de leur propre incompétence. Laurent, ça y est. Moi, je ne pense pas que ce soit du mensonge, plus de l'erreur. Parce que mentir en sachant que derrière, vous allez devoir subir le fact-checking, je pense qu'aucun politique n'en a envie. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Je peux vous faire la liste des mensonges. D'accord. Non, mais faites la différence entre erreur et mensonge. Si vous voulez bien, vous êtes porte-parole de la France Insoumise. Ouais. On peut vous remettre, vous et votre parti politique, devant tout ce que vous avez dit pendant l'épidémie et qui était faux et du grand n'importe quoi. J'aimerais voir quoi. Vous inquiétez pas. Alors là, vous rigolez ou quoi? Vous avez changé d'avis sans cesse. Non, j'aimerais voir quoi? Parce que nous disons de la même chose depuis le début. On a proposé un plan au début de la pandémie qui n'a toujours pas été. Regardez la vidéo de Monsieur Mélenchon là sur le vaccin, qui est une honte absolue. Laquelle? Sur Facebook, celle qui sort depuis quelques jours, où il remet en cause et où il explique aussi qu'en 2000, bien avant l'épidémie, on avait prévu les machins. C'est un truc de complotiste relayé sur Facebook. Donc quand on en est là, à ce niveau, si vous voulez, de mensonge, ne parlez pas d'erreur. Mais après, peu importe, on ne va pas tergiverser 50 ans sur l'histoire de Sibeth Ndiaye qui a répété ce qu'on lui a dit de dire, point barre. Ce n'est pas un mensonge, c'est une erreur. Le démarrage de la gestion de crise a été totalement cacophonique et je comprends que ça mette le doute, notamment sur le masque à l'extérieur. Je pense qu'il faut expliquer les choses, c'est-à-dire que quand il y a des gens qui sont en masse à un endroit, effectivement, il peut y avoir des contaminations. Quand il y a des gens qui sont espacés, ce n'est pas le cas. Rappelez-vous, quand on avait mis en place au début, je ne sais pas si vous en souvenez, le masque à l'extérieur seulement dans certaines rues de Paris. Vous vous souvenez de ça? Bien sûr, la carte, c'était l'été. Donc,
Parce qu'on s'était dit, là, il y a de l'affluence, là, il n'y en a pas. Tout le monde a hurlé, et à juste titre, parce que c'était complètement un délire, j'enlève, C'est la carte au trésor. Donc là, on a deux solutions. Soit on dit, on fait toute la ville pareil pour que dans les zones d'affluence, effectivement, il n'y ait pas de risque. Soit on refait une carte comme ça. On peut refaire une carte comme ça si ça vous fait plaisir. Pierre Gentillet, ensuite sur l'intérêt du masque en extérieur avec docteur. Ou alors on peut, il y a aussi une autre alternative. Effectivement, cette carte était illisible, la carte de Paris, sur les rues sur lesquelles on portait le masque, on ne portait pas le masque. Il y a le principe de bon sens, si vous voulez. Moi, quand j'arrive dans une rue où il y a beaucoup d'affluence, je reconnais la rue où il y a beaucoup d'affluence. Quand je sors de chez moi et que c'est une rue où il y a quasiment personne, je sais qu'il n'y a pas d'affluence et je sais qu'il n'y a absolument aucune utilité sanitaire à porter le masque. Donc là, en fait, c'était juste dire aux gens, mais faites preuve de bon sens, et les gens sont assez grands et assez intelligents. On aurait juste dû dire, et encore même moi je suis contre, mais la moins mauvaise à la limite des solutions, c'était de dire, on porte le masque à l'extérieur quand c'est nécessaire. Point. Laissez les gens. Docteur, attendez, on va demander l'avis médical. Bien sûr, allez-y, Pierre Gentillet. Moi, je supporte plus cette infantilisation permanente des gens. Et encore une fois, là, ce port du masque à l'extérieur, mais moi j'hésite, on est entre Kafka et les médecins de Molière. C'est-à-dire que en permanence, on alterne les différentes mesures. Vous l'avez rappelé, les déclarations contradictoires. Ce port du masque à l'extérieur, il fait l'unanimité dans la communauté scientifique et dans toutes les études. Tous les médecins qui sont sur les plateaux nous ont dit que la contamination à l'extérieur est quasi nulle. Quasi nulle. Donc là, on va nous imposer le port du masque à l'extérieur. Vous êtes dans une rue, là, vous êtes dans Paris, il y a quasiment personne. Vous êtes à loin de 2 mètres de distance et vous déportez le masque, parce que sinon, c'est une amende de 135 €. Mais vous vous rendez compte du monde de fou dans lequel on est? On va rendre les gens zinzin. Psychologiquement, les gens vont devenir fous. Et une dernière chose, se construire avec un univers de gens masqués, psychologiquement aussi, moi je trouve que ça c'est très grave et on en parle pas. Et notamment pour les enfants. Qu'est-ce que, là pour le coup, l'avis scientifique, le docteur que vous êtes, est-ce qu'il préconise le port du masque en extérieur dans des zones où, comme l'expliquait Pierre Gentillet, il n'y a personne? Il n'y a personne, on ne va pas se contaminer avec les arbres. Donc, mais parfois, oui, c'est assez compliqué. Bon, voilà, il faut être un petit peu logique. Bon, maintenant, quand on met en place des mesures, j'imagine que ce virus inquiète beaucoup et du coup, ça fait prendre des mesures excessives. Est-ce qu'elles sont justifiées? Probablement pas. En tout cas, sur le plan scientifique, comme vous le dites fort justement, il n'y a rien qui étaye les risques majeurs de contamination à l'extérieur. Bon, on est face à un virus qui est beaucoup plus contaminant. Est-ce que ça change quelque chose? Pour l'instant, on ne le sait pas. L'intérêt du masque, il est bien évidemment lorsqu'il y a des foules ou lorsqu'on est en extérieur. Là, même en extérieur, je pense que lorsque vous êtes dans des foules, dans des files d'attente, c'est le bon sens. Le problème, c'est que le bon sens, il est pas... Les gens font déjà. Les gens, moi, je le vois dans les films. On va écouter le professeur Megarban sur le port du masque. Vous parliez tout à l'heure du masque FFP2. Je voudrais juste dire 2 petites secondes. Nous, on a porté des masques FFP2 au début de la pandémie parce qu'on avait que ça. C'était le stock Bachelot de 2009 qu'on a ressorti, mité et sentant pas très bon. Je vous garantis que c'est une véritable souffrance de supporter un masque FFP2. Donc déjà, si le chirurgical il n'est pas acceptable, le FFP2, très sincèrement, c'est un leurre, indépendamment du fait qu'il est coûteux. Oui, mais on va écouter le professeur Megarban, s'il vous plaît, sur le port du masque et ensuite votre réaction, Antoine. L'incidence des contaminations est extrêmement élevée, de l'ordre de 2000 contaminations pour 100 000 habitants. C'est vrai que les jeunes sont les personnes qui se brassent le plus, qui se mélangent le plus, notamment c'est prévisible pour le réveillon. Et donc ces mesures ont pour but de limiter les contaminations. Maintenant, je suis d'accord avec vous, le port du masque à l'extérieur a quand même ses limites en termes d'intérêt épidémique. Antoine Léaumont, vous vouliez réagir? Oui, parce que je voulais revenir sur un point que vous disiez. De fait, moi je l'ai constaté dans des endroits où le port du masque était obligatoire, notamment des marchés. Le réflexe premier, quand vous voyez plein de personnes qui ont un masque, est de le mettre soi-même. Ne serait-ce que parce qu'on ne se souvient, enfin on ne sait pas, on se dit, ah tiens, si ça se trouve c'est obligatoire, donc je vais le mettre. Donc, dans les endroits où il y a beaucoup de circulation, il y a déjà beaucoup de gens qui le mettent et assez naturellement, les gens désormais mettent leur masque parce que tout le monde a compris que c'est un des moyens les plus efficaces pour limiter la propagation de la maladie. Donc, voilà, moi aussi j'en ai marre que ce gouvernement nous prenne pour des enfants sans arrêt, nous donne des consignes qui sont en plus absurdes. Là, on le voit vraiment, tout le monde le dit que ça sert à rien. Enfin, je veux dire, tout le monde dit. Là, on n'a pas entendu une seule personne qui nous dit, bah oui, bien sûr, c'est la mesure du siècle. Voilà comment limiter la contamination de la maladie. Les masques en extérieur, la super idée, qui est le truc qui a pourri la vie à plein de gens pendant que c'était obligatoire. Vous êtes d'accord que quand il y a des gens entassés à l'extérieur, quand il y a des gens entassés, oui, mais dans les rues, je rebondis sur ce que vous dites. Je ne sais pas où vous
allez où tout le monde met son masque quand les gens sont entassés. Moi, je vais à plein d'endroits où les gens sont entassés et où il n'y a pas de masque. On ne doit pas fréquenter les mêmes endroits. Excusez-moi, mais peut-être que vous allez dans des endroits où mais il y a plein d'endroits où les gens font la queue dans les files d'attente et ils ne mettent pas leur masque aussi. On a posé la question en tous les cas à nos téléspectateurs. Du moins, on a consulté les gens sur Twitter. Le retour du port du masque en extérieur, une bonne idée ou pas? Vous avez 83% de non et 17% de oui. Peut-être une dernière réaction avec vous, Pierre Gentillet. Allez-y. Pour vous dire une chose, c'est que ce port du masque à l'extérieur, là sur le plan juridique, c'est un arrêté préfectoral. Cet arrêté préfectoral, il peut aussi être attaqué devant les juridictions administratives. Et les juridictions administratives peuvent aussi, on n'est pas à l'abri que les juges reviennent un peu sur terre et considèrent qu'il y a une disproportion entre la mesure qui est prise, qui est totalement inefficace, je le rappelle, dans ces zones où on circule et il y a personne dans la rue, et l'atteinte que vous êtes avocat. À la liberté. Non mais excusez-moi, vous savez, en droit, pour apprécier une restriction de liberté, on apprécie au regard de la proportionnalité, au regard de l'efficacité de la mesure. Là, on est tous d'accord, pas juste sur ce plateau, mais scientifiquement, tous les scientifiques, pour dire que ce n'est pas efficace. Et c'est une restriction. C'est une restriction de liberté, excusez-moi. Bon, 2 informations ce matin. La ministre de l'Enseignement supérieur qui a assuré ce mercredi le maintien des examens en présentiel dans les universités malgré l'épidémie. Sarah El Haïry, la secrétaire d'État à la jeunesse et l'enseignement, était notre invitée. Pas de passe vaccinal exigé pour passer les examens. Écoutez. La ministre de l'Enseignement supérieur a posé un cadre extrêmement clair. Les règles sont simples. Il n'y aura pas de passe vaccinal ou sanitaire pour passer ces examens. Ah, ça, c'est important de le dire. Bien sûr, c'est important de le dire. Par contre, toutes les personnes qui sont testées positives, évidemment, ne doivent pas aller aux examens puisqu'il y a des sessions de rattrapage ou des sessions, en fait, pour pouvoir repasser ces examens si on est malade. Évidemment, c'est le bon sens. Encore une fois, il faut être dans une responsabilité individuelle. La responsabilité collective que le gouvernement a, que l'État a, que la puissance publique a, c'est de pouvoir soigner chacun. Mais chacun doit être dans un acte de responsabilité. Se tester avant, c'est mieux, c'est plus sain, c'est plus serein pour passer des examens en toute qualité. Voilà pour les examens, pas de réaction, c'était quand même une information importante, à savoir pas de passe vaccinal pour passer ces examens. Le point le plus perturbant peut-être, ce sont les fameuses jauges. On limite à 2000 personnes en intérieur et 5000 en extérieur, avec interdiction des concerts debout, jauge pour les événements sportifs et spectacles, mais pas de jauge pour l'ensemble des foires, des salons, pas de jauge pour les zoos ou encore les parcs d'attractions. On vient de l'apprendre d'ailleurs ce matin. Et enfin, les fameux meetings politique. On le tease depuis le début de l'émission. Antoine Léaumont, vous qui êtes orateur national de la France Insoumise, ces meetings politiques, est-ce que la France Insoumise va imposer des jauges dans ces meetings ? Non, puisque nous respectons la loi et la loi dit qu'il n'y aura pas de jauge dans les meetings politiques. Donc nous allons faire comme nous avons fait lors de notre dernier meeting, il y avait 5000 personnes. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'avait pas été démontré que ce soit un cluster. Comment on fait ? C'était 5000 personnes en intérieur ? Non, c'était 4000 enfin je sais plus, mais il y avait des gens qui étaient un peu dehors, mais au total il y avait 5000 personnes. Comment on fait ? On met des masques à disposition gratuits à l'entrée. Et désormais, on réfléchit au fait de donner des masques FFP2 à l'entrée parce qu'on constate que c'est plus efficace. Premier point. Deuxième point, on a des gens qui, à l'intérieur du meeting, se déplacent à l'intérieur pour vérifier que le port du masque est bien respecté. Quand les gens mettent le masque un petit peu en dessous, on leur dit non, le masque est sur le nez, etc. On fait le travail pour que les consignes sanitaires soient pleinement respectées. Je pense que la démocratie est une chose qui est au-dessus de tous les enjeux. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse admettre que dans le pays, il va se décider dans 4 mois l'avenir du pays pour les 5 prochaines années, et y compris l'avenir du pays pour les mesures sanitaires. Nous avons dans notre programme un chapitre qui s'appelle « Vivre en état de pandémie permanente », dans lequel il y a une série de mesures, j'en ai évoqué quelques-unes ici, mais dans lequel il y a une série de mesures pour faire face non seulement au Covid, mais aux prochaines pandémies qui vont avoir lieu, parce qu'on sait désormais de manière assez certaine qu'il va y avoir d'autres pandémies, puisque le modèle économique dans lequel on vit en produit. Il en produit parce que les élevages intensifs, notamment, la réduction de l'espace de vie des animaux sauvages, augmente les contacts entre les humains et les animaux et produit de nouvelles zoonoses, des maladies qui viennent des animaux. Allez, sur les jauges dans les meetings. Sur l'histoire des meetings, moi ça me fait rire parce que vous êtes en complète contradiction avec ce que vous avez dit avant. Vous dites non, nous, on limite pas parce qu'on respecte la loi. Alors qu'avant, vous nous expliquiez que l'esprit de responsabilité faisait qu'on n'avait pas besoin de loi pour s'appliquer des choses, notamment pour le masque à l'extérieur. Donc vous voyez, vous avez une logique qui est quand même à géométrie variable. Pourquoi 2000 ? Est-ce que vous pensez franchement, monsieur, à ce niveau-là ? Est-ce que vous pensez franchement, monsieur, que parce que
si vous étiez responsable et que vous fassiez en sorte de limiter justement le nombre de personnes dans vos meetings, vous auriez moins d'électeurs. Est-ce que vous pensez qu'absolument la personne a besoin d'aller à un meeting pour voter Jean-Luc Mélenchon? Vous avez un livre, vous avez un programme, vous pouvez diffuser par tout moyen, et ça marche très bien d'ailleurs, vous le faites très bien d'ailleurs, vous faites des belles campagnes sur les réseaux sociaux, vos meetings, très clairement. Arrêtez de dire on respecte la loi, dites ça nous est égal, et ce qu'on demande aux autres, on ne se l'applique pas soi-même, parce que les FFP2, on verra si distribuer des FFP2 à tout le monde, j'espère. Mais c'est ce qu'on va, vous n'allez pas mettre des masques normaux quand même. C'est ce qu'on va essayer de faire. Je veux juste vous répondre sur pourquoi c'est important pour nous. Nous sommes une force politique dont la visibilité du nombre est un enjeu capital dans notre campagne électorale. Il y a beaucoup à gauche de démobilisation, de gens qui n'y croient pas, qui se disent que c'est pas possible. Quand on fait des meetings de masse comme celui qu'on a fait face à Monsieur Zemmour, eh bien, on donne de la force aux gens, on donne de l'énergie. Et vous l'avez vu depuis qu'on a fait ce meeting-là, Jean-Luc Mélenchon progresse dans les sondages. Et il est apparu à ce moment-là, c'est le hasard. Ça vous est égal le temps de tenter des Français. Non, ça nous est pas égal, mais nous on compte justement. Il n'y a que l'extrême droite et l'extrême gauche. On compte justement. Tous les partis républicains, pour une fois en plus des termes, eux sont responsables. Il n'y a que Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Peut-être qu'ils sont responsables parce qu'ils sont pas capables de remplir des salles à plus de 2000 personnes. Il y a aussi ça. Jean-Luc Mélenchon, lui, remplit des salles avec 5000 personnes. Vous pensez qu'en fait, il y aurait moins de personnes à des meetings d'Emmanuel Macron qui a 25 que Jean-Luc Mélenchon qui a 10. Ok. Oui, vous avez une vision mathématique des choses. Non, je pense que on verra écouter dans la fin de la campagne. On verra parce que eux vont respecter la. Revenons sur les meetings, s'il vous plaît. Je veux juste revenir sur une chose. Oui, nous comptons sur la responsabilité individuelle des gens. Si les gens craignent le fait d'être contaminés, ils n'iront pas dans ces meetings de toute façon. Ils le regarderont sur Internet parce que vous l'avez dit, nous les diffusons sur Internet, c'est mon travail. Et vous avez été assez sympathique de dire que c'était bien fait. Donc, les gens qui craignent d'être contaminés, qui ont peur pour leur santé, n'iront pas dans ces meetings-là. Les gens qui iront dans ces meetings-là iront je pense, et c'est ce sur quoi nous comptons, avec esprit de responsabilité, en mettant le masque, en respectant les gestes barrières, en faisant attention. C'est ce qu'on a constaté dans le dernier meeting qu'on a fait. Donc, vous l'avez dit. On va écouter Sarah El Haïry, donc la secrétaire d'État, qui était l'invitée de la matinale, qui revient sur cette jauge dans les meetings, et on sent quand même que le gouvernement est un peu embarrassé. Écoutez-la. Ce n'est pas une lubie du gouvernement de dire je ne pose pas de règles pour les meetings politiques et je pose des règles pour la culture. Il faut le rappeler, c'est bien le texte le plus suprême qu'on ait dans notre pays, c'est la Constitution. Et donc c'est la Constitution qui fait que nous ne pouvons pas poser de règles. Par contre, chaque parti est responsable dans son organisation. Et là, il y a de l'irresponsabilité si on ne les applique pas. Et en tant que député, je sais à quel point un texte peut être enrichi par la remontée du terrain, par la remontée des parlementaires. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des amendements qui ont été votés hier. On verra comment ce texte évolue. Mais le débat, nous avons un débat démocratique et parlementaire fort dans notre pays, et c'est exactement l'illustration. Laurence, ça y est, est-ce que ce discours, ou plus Argentier d'ailleurs, mais commençons par Laurence, mais est-ce que ce discours est audible? C'est-à-dire que vous restreignez les libertés des Français depuis maintenant 2 ans. Il y a ces meetings et vous utilisez l'argument de la constitutionnalité. Est-ce que les Français peuvent l'entendre? C'est pas qu'ils peuvent l'entendre, c'est que c'est incontournable. Si on peut répéter le truc maintenant, ça marchera pas. Enfin, excusez-moi. Imaginez qu'aujourd'hui, le gouvernement ait dit on interdit les meetings. Ah non, c'est pas on interdit, c'est qu'on fait respecter les mêmes jauges pour tout rassemblement. C'est comme les lieux de culte, c'est comme ça. Voilà. Après, c'est la responsabilité de chacun. Donc après, jugera moralement, puisque là on est dans la morale plus que dans le juridique, qui est responsable. Pendant les vagues précédentes, si je dis pas de bêtises, il y avait des jauges dans les lieux de culte. Oui, mais ça a été justement cassé par le Conseil d'État. D'accord. Donc c'est pour ça, si vous voulez. Donc certes, c'est difficile à comprendre pour nos concitoyens qu'on autorise des choses qu'on n'autorise pas ailleurs, et c'est pour cela, mais tant mieux, parce que cette pandémie démontre aussi quels sont les partis de gouvernement et les partis qui sont en responsabilité et pas les autres. Vous verrez bien. Je comprends qu'humainement, il soit difficile de comprendre qu'un concert peut être annulé là où un meeting est maintenu, mais en réalité, il y a une hiérarchie de notre système juridique entre l'expression des partis politiques et leur mode d'organisation et leur mode d'expression qui est constitutionnellement consacré. La Constitution, c'est au sommet de notre hiérarchie de normes juridiques, et un événement de divertissement. Et vraiment, je n'ai pas de mépris, c'est juste qu'en fait, il y a une hiérarchie. Et cette hiérarchie fait que, eh bien oui, on ne peut pas empêcher l'expression de meetings politiques, à moins vraiment qu'on soit demain face à une peste noire qui estime 90% de la France. Mais on n'en est pas là. Donc le meeting politique, moi, ça ne me choque absolument pas qu'il soit maintenu. Ensuite, je pense que même s'agissant d'événements en plein air, etc., on pourrait avoir une tolérance. On pourrait avoir un système de contrôle à l'entrée. Il y avait déjà, d'ailleurs, je parle de ça, mais il y avait déjà un système de pass sanitaire, demain, pass vaccinal. Et enfin, je pense que, de toute façon, ces mesures, je ne suis pas épidémiologiste, évidemment.
Je suis juriste, je suis avocat, mais le Covid n'est pas qu'une affaire de médecine, c'est aussi une affaire de droit, puisqu'on prend des mesures liberticides sur ce Covid. Je pense que il va peut-être falloir à un moment revoir notre stratégie, parce que ça ne va pas durer 10 ans comme ça. Cette circulation de virus, moi je ne suis pas sûr, de ce que j'entends, de ce que je lis, que ces mesures-là, tant sur la non-consommation du pop-corn que sur la limitation des jauges de rassemblement, etc., je ne suis pas sûr que ça puisse arrêter la vague ou le tsunami. C'est ce qu'on a dit dès le début. Omicron. C'est tout ça pourquoi? Il faut peut-être changer. On est en direct avec un chanceux, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que hier, il y avait un rassemblement, un événement festif, c'est-à-dire qu'à l'Accor Hotel Arena, le grand stade donc en intérieur à Paris, il y avait 15 000 personnes pour assister à un match de basket. On va regarder la séquence, vous allez voir, c'était le monde d'avant. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Éric Alain Junès? Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de débattre sur des jauges, 1000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes. Est-ce que c'est un meeting politique? Est-ce que c'est un événement festif? Quelle est la réalité aujourd'hui? On a une vague d'un virus qui est extrêmement contaminant, qui est Omicron. Or, aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'incidence réelle de ce virus sur ce qu'on appelle la morbidité, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir autant de cas graves qu'avec le Delta ou pas. Si demain, il s'avère que ce virus est un virus bénin, eh ben on dira on a été trop contraignant et ces jauges étaient inutiles. Si par contre, demain, il s'avère, et à Dieu ne plaise, et j'espère que ce ne sera pas le cas, que ce virus est aussi virulent et nous conduit à avoir des entrées en réanimation massives, on dira on n'avait pas mis la jauge au bon niveau. Alors je trouve qu'on peut épiloguer autant de temps qu'on veut sur les jauges. On est dans quelque chose, qui est pour l'instant inconnu, et qui relève de l'appréciation individuelle. Donc il n'y a pas d'élément vraiment scientifique dans la mise en place de ces jauges. D'un autre côté, à un moment, on essaye de contenir, on est encore dans le on ne sait pas, donc on essaye de limiter. Et pour limiter, il faut mettre un taquet. Vous avez raison, on ne sait pas. Mais en revanche, ce qu'on sait, c'est que le pass vaccinal débarque à l'Assemblée nationale. Ça tombe bien, on va en parler juste après la pub. Nous sommes toujours avec Laurence Saillet, Antoine Léaumont, Pierre Gentillet et Éric Alain Junès. On est longuement revenu sur cette épidémie qui s'emballe. Raz-de-marée, selon le gouvernement, avec plus de 200 000 cas confirmés en 24 heures. Parlons du concret. Le concret, c'est quoi? C'est le pass vaccinal. C'est-à-dire que hier, Olivier Véran était face aux députés pour présenter le projet de loi sur le pass vaccinal. Il a, dans ses propos introductifs, présenté les non-vaccinés en les catégorisant dans trois parties. Il y avait ceux qui étaient pour l'instant à l'écart, qui étaient difficilement récupérables, sans les recenser, savoir combien de personnes il fallait pour faire du porte-à-porte. Et puis, il a parlé de ces méfiants. Il met la pression sur ces méfiants et certains disent qu'il a été quasiment insultant. Écoutez-le et vous allez voir. 5 millions de Français ne sont pas vaccinés, 4 millions d'adultes. Il y a 3 catégories de personnes qui ne sont pas vaccinées. Il y a encore des gens qui sont loin de tout. Loin de l'information, loin du système de soins, assignés à résidence, et nous allons les chercher. Une deuxième catégorie de personnes qui ne sont pas vaccinées, que je qualifierais des méfiants. Ceux qui vous disent, ça peut aller du Covid n'existe pas, au vaccin tue, au vaccin n'est pas efficace. C'est un magma de gens qui se sont petit à petit enquistés dans une forme de contestation, pouvant prendre parfois des allures vraiment, pardonnez-moi pour l'expression, mais pas loin d'une forme de délire, considérant qu'on leur veut du mal. Et il y a une troisième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont, je dirais, plus ou moins indifférentes par rapport à cette question du vaccin. Souvent des gens plus jeunes, qui ne sentent pas la menace, qui ont des gens autour d'eux qui ont eu le Covid, qui ont fait une grippe. Comment vous interprétez les propos d'Olivier Véran, Antoine Léaumont, lorsqu'il prend cette catégorie donc de méfiants et il dit parfois ça prend, on passe à un stade puisqu'on passe au délire complet? Bah oui, moi je trouve que c'est des propos insultants. Mais depuis le début, on a l'impression que le gouvernement lutte pas autant contre la maladie qu'il ne lutte contre les personnes non vaccinées. Nous, on a cessé de le répéter. En la matière, si on veut réussir à avoir une vaccination large, il faut convaincre. Donc pour convaincre, il faut répondre en donnant des arguments. Et quand les gens sont pas convaincus, je veux dire, il dit les gens qui sont loin de tout, on va les chercher. Bah pourquoi les gens qui sont pas convaincus par le vaccin, on va pas les chercher? Pourquoi on fait pas aussi des porte-à-porte éventuellement pour essayer de convaincre les gens que voilà, vous avez quoi comme questions qui sont posées, ben voilà les réponses sur chacun des points sur lesquels vous avez des questions, on vous répond.
Moi, vraiment, désormais, il y a une manière de traiter une partie de la population qui refuse de se faire vacciner comme des gens qui n'auraient pas les mêmes droits que les autres. Plus ça va, oui, c'est déjà le cas. Mais plus ça va, plus on diminue les droits pour les personnes non vaccinées, plus on les traite comme des pestiférés. Je parlais juste une dernière chose. Je parlais tout à l'heure de la question des tests. Les gens qui ne sont pas vaccinés et qui ont un emploi cotisent au même titre que tout le monde pour la sécurité sociale. Ils devraient avoir droit à la gratuité des tests comme les autres. Et par ailleurs, c'est plus efficace. C'est plus efficace aussi pour lutter contre la maladie. Laurent, ça y est. Pour les méfiants, moi je pense qu'à l'intérieur même des méfiants, il y a déjà plusieurs catégories. Il y a des méfiants qui sont tellement mal informés, si vous voulez, qui sont tombés, et quand on dit délire, c'est pas négatif que délire, mais dans des raisonnements, excusez-moi, mais en médecine, mais ça on existe. peut être méfiant et ne pas être complotiste. Excusez-moi, je vous dis, est-ce que j'ai dit complotiste? Non. À l'intérieur des méfiants, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui sont victimes de la désinformation et qui malheureusement sont à un stade où ils ont perdu presque la raison. Allez sur les réseaux sociaux, monsieur. Donc, d'accord. Ensuite, il y a à l'intérieur des méfiants des gens qui justement organisent cette méfiance et qui sont, si vous voulez, dans des agitateurs et qui eux-mêmes colportent les fake news et même tombent dans la violence. Je rappelle ce député qui a eu son garage. On va en parler justement. Allez sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, quand vous avez des fatwas qui sont lancés contre les gens qui sont pour le vaccin, vous avez des gens qui écrivent que de toute façon, l'État veut les tuer, qu'on veut tuer les enfants, que vous êtes un criminel, qu'on veut vous saigner, vous vider le corps. Tous les jours, c'est ça. Est-ce que je dois avoir de la compassion pour des gens qui vous écrivent sur les réseaux sociaux qu'on doit vous éventrer et tuer votre famille parce que vous êtes pour le vaccin? Moi, je veux bien que vous excusiez tout le monde, mais ces gens-là, ils existent aussi. Donc moi, je pense que dans la catégorie des méfiants, il faut démultiplier, et là, vous avez raison, l'information, parce qu'il faut une information scientifique solide qui passe régulièrement, notamment sur les services publics de télévision, parce que quand même, pour une fois, qu'ils donnent de la bonne information, et pas seulement de l'information politique de gauche, pour justement, si vous voulez, excusez-moi, elle était facile, pour justement, si vous voulez, donner cette information scientifique. Mais malheureusement, je crains que certains ont basculé. Vous savez, quelqu'un qui est en réanimation, c'était un témoignage du chef de service de la Timone, et qui s'arrache le masque en disant le Covid n'existe pas, est-ce que vous pouvez dire qu'il est dans un délire ou pas? Le mot délire n'est pas excessif. C'était d'accorder le délire avec les méfiants qui me paraissait peut-être choquant, mais bon, ça ne vous choque pas, très bien. En revanche, ce qui est intéressant également, ce sont les non-vaccinés, c'est ce qu'on était en train de dire. On va voir cette catégorie des non-vaccinés. On a à peu près 5 millions de Français non-vaccinés, 4 millions d'adultes, près de 500 000 Français de plus de 80 ans ne sont toujours pas vaccinés, 630 000 entre 65 et 79 ans, et plus de 50 ans, 930 000. Donc vous voyez quand même qu'il y a énormément de marge. Et puis avec les chiffres, vous avez entendu hier, c'était assez fort d'ailleurs, cette statistique d'Olivier Véran dire toutes les secondes, 2 Français sont contaminés. On peut faire la même chose, on peut jouer également avec les chiffres, puisque en moyenne, il y a 22 000 primo-injections par jour à ce stade pour que les 4 millions de Français, ou les 5 millions de Français plutôt, soient pleinement vaccinés et vaccinés, primo-vaccinés. Il faudrait attendre 8 mois, docteur. Donc est-ce que ça a un sens, ce pass vaccinal ? C'est une suite logique par rapport à ce qui a été mis en place. Le pass sanitaire est devenu un pass vaccinal. Je crois que on est vraiment dans une incitation forte à la vaccination. On l'a été, vous savez, les proportions de gens vaccinés est supérieure aujourd'hui à ceux qui étaient prêts à se faire vacciner au début de la vaccination. Ça veut dire qu'il y a eu un travail de pédagogie, et ça, je dois dire qu'on a fait tous les jours ce travail de pédagogie dans les cabinets médicaux. Les gens ont un médecin traitant, et le médecin traitant est un interlocuteur de premier recours aussi pour expliquer ce qu'est un vaccin, quel est l'intérêt de le faire. On l'a fait aussi dans les centres de vaccination. On a des gens qui arrivaient avec le doute et on a discuté, on a parlé de façon ouverte. Et c'est vrai qu'en toute transparence, on a expliqué l'intérêt de la vaccination et on a convaincu l'immense majorité. Maintenant, on ne peut pas convaincre quelqu'un qui ne veut pas être convaincu. Alors, peut-être que parler de délire est excessif ou insultant, et là, je ne vais pas juger sur les termes, mais il y a des personnes qui sont réfractaires pour des raisons qui ne relèvent pas d'une explication scientifique. Comme je le disais, on est plus dans un registre de la croyance, de la foi, de quelque chose qui n'est plus discutable sur le plan scientifique ou cartésien. Et c'est vrai que l'angle d'attaque pour essayer de convaincre ces gens-là est extrêmement complexe. On arrive sur la cristallisation du débat autour du pass vaccinal. Il nous reste quelques minutes. Le ministre de l'Intérieur qui a demandé hier au préfet de renforcer la protection des élus dans le contexte d'examen du projet de loi du pass vaccinal. Le pass vaccinal qui cristallise ses tensions. Une minorité d'anti-pass aussi active
agressives que violentes multiplient les actions. Et exemple donc avec ce député pris pour cible. Voyez le sujet signé Corentin Brio. C'est dans la nuit de mardi à mercredi que Pascal Bois, député LREM de l'Oise, découvre le garage de son domicile incendié et recouvert de tags. Selon lui, les auteurs sont sans aucun doute des opposants au futur pass vaccinal. La revendication, elle est quelque part un peu signée, si vous voulez, puisque lorsque les tags, vous avez un tag qui dit votez non, et puis un autre qui dit ça va péter. Bon, voilà, votez non, ça va péter, donc on comprend tout de suite, j'ai compris tout de suite qu'il s'agissait de la future loi de la semaine prochaine qui passe en séance sur le pass vaccinal. Face à la gravité des événements, le député a même reçu le soutien du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Tout mon soutien, cher Pascal. Ces actes criminels d'intimidation sont inacceptables en démocratie. Les services de gendarmerie sont pleinement mobilisés pour retrouver le ou les auteurs. Yaël Braun-Pivet, la présidente de la commission de loi à l'Assemblée nationale, a également profité de l'audition d'Olivier Véran dans le cadre de la présentation du projet de loi vaccinal pour lui apporter son soutien. Depuis le 1er janvier 2021, plus de 1100 atteintes à des élus ont été recensées. Une réaction avec vous à propos de ces violences Oui, je pense que de toute façon, il n'y a pas de débat là-dessus. Effectivement, toutes les violences doivent être condamnées. C'est honteux d'avoir incendié la maison ou le garage, je ne sais pas, de ce député LREM. Voilà, écoutez, ensuite, je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer, mais vous l'avez fait, effectivement, c'est bien. C'est une minorité, c'est même des marginaux qui font ça. Bon, voilà, écoutez, j'ai envie de vous dire, il y a des marginaux partout. Oui, mais est-ce que vous ne croyez pas que ces marginaux, cette minorité très, très active et très bruyante, ne vient pas décrédibiliser la majorité d'anti-vax? Ah bah bien sûr. Anti-vax, attention, pas anti-vax, anti-pass vaccinal. Bien sûr, et d'ailleurs, on essaye d'amalgamer les deux. On dit anti-vax, anti-pass, moi je ne sais même plus ce que ça veut dire d'ailleurs anti-vax, parce que vraiment tout le monde est vacciné depuis la naissance, donc anti-vax, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon. Ce qui est bien, c'est que c'est réutilisé après par Olivier Véran, justement, dans ces fameuses 3 catégories. C'est-à-dire, il dit voilà, en gros, il y a 3 catégories de non-vaccinés. Il y a les idiots, il y a ceux qui croient que le vaccin insère la 5G. Bon, et puis il y a ceux qui vivent dans une grotte. Alors, je vais vous apprendre une chose. De transformer les propos d'un ministre, c'est grave. C'est pas juridiquement, là, vous êtes dans l'outrance. Je ne vous ai pas interrompu. Il y a peut-être une 4e catégorie. Et je sais que c'est idiot, mais j'ai l'impression que le vaccin devient une religion. Il y a des gens qui ont des raisons rationnelles, scientifiques, qui font leur propre balance bénéfice-risque, et je ne parle pas des personnes de plus de 65 ans qui sont 1 million sur les 5-6 millions qui restent, qui ont des raisons rationnelles et scientifiques de ne pas vouloir se faire vacciner. Excusez-les, enfin, je veux dire, c'est logique. Il y a des gens qui n'ont pas envie parce qu'ils font leur propre balance bénéfice-risque. Et moi, je considère, alors peut-être à tort, qu'on doit les respecter, parce qu'encore une fois, on sait maintenant, avec ces records de contamination, 200 000 cas, et avec 91% de la population éligible vaccinée, que le vaccin est une arme, très bien, mais une arme de protection individuelle et pas une arme de protection. Parce que ça limite quand même collective. la transmission. On l'a vu, elle a dit un record. N'oubliez pas de dire que ça limite la transmission. À Gibraltar, vous voyez, vous avez 99% de gens qui sont vaccinés, on a une reprise de l'épidémie. Donc c'est la raison pour laquelle, à un moment, il va falloir arrêter de taper sur ces gens-là. On peut les discriminer, on peut les bannir de la société. Et moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve pour le coup. Il nous reste 20 secondes. En 20 secondes, Antoine Léaumont, vous ne pouvez pas déborder. Le 25 novembre 2021, Olivier Véran avait dit qu'il n'y aurait pas de passe vaccinal. Donc un mois plus tard, on arrive à l'inverse. Ce gouvernement ne comprend pas qu'à force d'enchaîner des choses et ensuite de faire l'inverse, il augmente la défiance envers ces politiques. Donc, moi, je suis d'accord avec vous, très rapidement, mais je suis d'accord avec vous sur un point. On pourra pas continuer comme ça toute la vie. C'est pas possible. On n'arrivera pas à 100% de vaccination. C'est impossible. Je veux dire, n'importe quelle personne logique peut se dire que c'est impossible d'arriver à 100% de vaccination. Donc, la question centrale qui se pose désormais, le purificateur d'air. Non, c'est est-ce qu'on est prêt à réduire les libertés? C'est est-ce qu'on est prêt à réduire les libertés comme ça, ad vitam aeternam pour. C'est terminé. Bon, pardonnez-moi. Terminé? C'était quoi? Est-ce qu'on est prêt à réduire les libertés comme ça, ad vitam aeternam, pour les gens qui ne seront pas vaccinés? Moi, non. Moi, je suis pas d'accord. On me presse, c'est pour ça, c'est vrai, on est en retard. Merci à tous les 4, c'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Laurent Saillet, Antoine Léaumont, Pierre Gentillet et Éric-Alain Junès. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans ce débat vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour continuer à progresser, sachant qu'on a passé déjà les 100 000 abonnés. Et puis comme toujours, je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je les lis, ils m'intéressent énormément. Donc n'hésitez pas. Et moi en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!